Imaginez un instant que vous souhaitez quitter votre poste pour un nouveau projet. Ah oui, la fameuse envie d'ailleurs. Voilà. Sauf que démissionner, c'est perdre le filet de sécurité du chômage, Tout à fait. et votre employeur n'a absolument aucune raison légale de vous licencier. Du coup, ça vous laisse dans une impasse totale, jusqu'à ce que vous envisagiez cette option, qui ressemble à un véritable divorce professionnel à l'amiable, quoi. C'est exactement ça. Bienvenue dans Maîtriser la paix, le podcast qui rend la paix accessible à tous. Aujourd'hui, on parle de la rupture conventionnelle dans le secteur privé. Un vaste sujet. Et on va décrypter de A à Z toute la procédure, les pièges légaux à éviter absolument, et bien sûr, les indemnités à la clé. C'est parti. Alors pour bien comprendre ce mécanisme, il faut d'abord réaliser qu'il a été créé pour combler un vide juridique. Oui. Avant, soit on démissionnait, soit on était licencié, avec tous les conflits que ça implique. La rupture conventionnelle, c'est vraiment l'accord mutuel parfait. Mais attention, c'est strictement réservé aux salariés en contrat à durée indéterminée. Ok, donc c'est exclusif au CDI, mais est-ce qu'on peut l'envisager dans des moments où le contrat est en pause? Genre si une personne est en arrêt maladie ou en congé maternité? C'est une excellente question, et en fait la réponse est oui. C'est tout à fait possible pendant une suspension de contrat. Ah bon? Même en arrêt maladie? Absolument. Que ce soit un arrêt maladie, un accident du travail ou un congé parental. La jurisprudence l'autorise parce que parfois, un salarié a justement besoin de quitter un environnement toxique sans pour autant vouloir démissionner. Attendez, là je dois faire l'avocat du diable, 2 secondes. Allez-y. Si un salarié est en arrêt maladie, il est par définition dans une situation de grande vulnérabilité, non? C'est vrai. C'est pas extrêmement dangereux de le laisser négocier son départ avec son patron à ce moment-là? Je comprends tout à fait votre inquiétude. Et c'est justement pour cette raison que la loi encadre très strictement la liberté de consentement. D'accord. Si l'employeur profite de cette vulnérabilité pour forcer la main au salarié, le consentement est vicié. De plus, il y a des exclusions absolues. C'est-à-dire? C'est totalement illégal pour un CDD, un apprenti ou pendant une période d'essai. Et un point important, la loi l'interdit aussi formellement pour la profession d'assistante maternelle. D'accord, on protège les plus vulnérables. Mais j'ai aussi entendu dire que certaines entreprises l'utilisent pour éviter de faire des plans de licenciement massifs. Ah oui. C'est légal ça? Non, c'est totalement illégal. Et c'est un abus que l'administration traque en permanence. On ne peut pas utiliser ce dispositif pour contourner un PSE. Un plan de sauvegarde de l'emploi. Exactement. Ou une GPC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour l'expliquer simplement, un PSE oblige l'entreprise à payer des formations et des cellules de reclassement qui sont très coûteuses. Ouais, la facture grimpe vite. Voilà. Et la rupture conventionnelle, elle, supprime toutes ces protections. Donc l'utiliser pour un motif économique déguisé, c'est formellement interdit. Si je résume, c'est un outil de liberté mutuelle, mais qui doit jamais servir de porte de sortie illégale à un employeur qui veut licencier à moindre frais. C'est exactement ça. Et voici la précision fondamentale, le point à retenir. On vous écoute. Tout consentement obtenu sous la pression, la menace, le harcèlement ou pour masquer des difficultés économiques justifie l'annulation totale de la procédure devant le Conseil de prud'homme. Ah ouais, carrément. Oui, ça transforme le départ en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec de très lourdes sanctions financières. C'est dense tout ça. Vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre 1 complet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie et 40 questions de quiz corrigées pour valider vos acquis. Génial. C'est l'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique. Le lien est en description. Mais revenons au sujet. Ouais. Maintenant qu'on a posé le cadre, la grande question c'est de savoir comment les choses se passent concrètement sur le terrain, du tout premier échange jusqu'au fameux délai de réflexion. Alors, prenons un cas pratique. Un salarié veut partir. Comment il déclenche la procédure? Alors, Faut-il envoyer un dossier en recommandé avec accusé de réception pour se protéger ou... étonnamment, non. La loi n'impose absolument aucun formalisme de départ. Vraiment? Vraiment. La demande peut se faire autour d'un café, par un simple appel téléphonique ou via un email. La mécanique repose entièrement sur la négociation. D'accord. Toutefois, il faut savoir que la partie sollicitée n'a aucune obligation légale de répondre. Si un salarié envoie 3 lettres recommandées et que l'employeur l'ignore, Ouais. ce silence vaut refus. Par contre, si la discussion s'ouvre, il y a l'obligation formelle d'organiser au minimum un entretien officiel. Et pour cet entretien obligatoire, j'imagine qu'on ne se pointe pas seul si on a peur de se faire écraser. L'employeur peut venir avec une armée d'avocats pour intimider le salarié. Hein. C'est une image classique dans les films, mais heureusement la loi a tout prévu pour empêcher ce déséquilibre. Ouf. Le salarié a le droit de venir accompagné par un autre salarié de l'entreprise ou par un conseiller extérieur gratuit, dont la liste est dispo en mairie d'ailleurs. Ok. Et côté employeur? La règle d'or, c'est que l'employeur ne peut se faire assister que si le salarié l'est lui-même. Ah, c'est donnant-donnant. Voilà. Il peut venir avec un membre du personnel ou, s'il a moins de 50 salariés, avec un représentant de sa branche. Mais c'est uniquement pour faire le poids face au conseiller du salarié, jamais pour le surpasser en nombre. Très bien, donc on a notre entretien, les deux parties se mettent d'accord et on remplit enfin ce fameux formulaire en ligne. Oui, le formulaire CERFA. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au moment précis où on pose sa signature? C'est une étape très procédurière mais vitale. Lors de la signature du formulaire ou sur la plateforme TéléRC, la remise d'un exemplaire au salarié est une obligation absolue. C'est le point à retenir. S'il n'y a pas de copie, c'est annulé. Exactement. Ensuite, s'ouvre le droit de rétractation. C'est un délai de 15 jours calendaires qui commence le lendemain de la signature. Calendaire, donc ça inclut les week-ends, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est de laisser au salarié le temps d'en discuter avec sa famille un dimanche autour d'un repas par exemple, pour s'assurer qu'il ne regrette pas sa décision. Donc on a cette fenêtre de tir pour changer d'avis sans avoir à justifier de quoi que ce soit si on se rend compte qu'on a fait une bêtise. Exactement. Et petite précision pour sécuriser cette phase CAN. Si la fin de ce délai de 15 jours calendaires tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, Oui. la loi le prolonge automatiquement jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Et la rétractation se fait par simple courrier remis contre décharge ou en recommandé, sans motif. On peut aller encore plus loin? Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger. Le lien est en description. Continuons. Ça marche. Poursuivons avec la dernière phase, qui est sans doute la plus cruciale pour notre fameuse métaphore du divorce à l'amiable. L'intervention de l'État. Voilà. Le moment où l'administration publique joue le rôle du juge, valide l'accord et vérifie les finances. Du coup, une fois que les 15 jours sont écoulés et que personne n'a fait marche arrière, comment l'État intervient pour s'assurer que personne se fait léser? Le dossier est envoyé à l'autorité locale du travail, la fameuse DDSPP. Son rôle exclusif, c'est de contrôler la régularité de la procédure et le montant de l'indemnité. Et ils ont combien de temps pour répondre?
L'administration a 15 jours ouvrables pour se prononcer. Et remarquez la subtilité. Ouais, on passe de jours calendrier à des jours ouvrables. Exactement. Parce que l'administration ne travaille pas le dimanche. Et si elle ne répond pas dans ce délai précis, son silence vaut homologation. Ah d'accord. Mais pendant cette attente, le salarié fait quoi? Il est chez lui? Non, le salarié n'est pas en préavis. Il continue de travailler et d'être payé tout à fait normalement. Venons-en au nerf de la guerre, l'argent. Ah, le sujet qui fâche. Est-ce qu'il est possible pour un employeur d'accepter ce départ, mais de proposer une indemnité de 0 € en disant que c'est le choix du salarié? C'est absolument proscrit. D'accord. Pour éviter que des salariés ne bradent leur CDI sous la pression, la loi impose un plancher financier très strict. L'indemnité de rupture ne peut jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Ok. Ou à l'indemnité prévue par la convention collective si celle-ci est plus avantageuse. Et c'est justement le rôle de l'administration de vérifier ce calcul au centime près. Et au moment du départ, il touche quoi d'autre? Il perçoit cette somme, plus l'indemnité compensatrice pour ses congés payés restants, son certificat de travail et bien sûr l'attestation destinée à France Travail. Donc le salarié part avec ses documents en règle et une sécurité financière minimum. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière et attaquer l'employeur 6 ans plus tard? Non. La sécurité juridique des entreprises exige une limite dans le temps. Et c'est le dernier point à retenir ici. Quel est ce délai? Tout recours, que ce soit pour contester la signature, dénoncer un harcèlement ou remettre en cause l'homologation, doit obligatoirement être porté devant le Conseil de prud'homme dans un délai maximum de 12 mois. Une année seulement donc. Voilà. Une fois ce délai d'un an écoulé, la rupture est définitivement gravée dans le marbre et ne peut plus faire l'objet d'aucune contestation judiciaire. Une question rapide pour finir. Après tout ça, est-ce que le salarié a le droit de toucher le chômage? Oui, absolument. Contrairement à une démission, la rupture conventionnelle permet de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ARE, à condition bien sûr de remplir les critères habituels de France Travail. Super clair. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paix, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair. C'est un sacré pavé en plus. Oui, avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées, vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix. À demain sur Maîtriser la paix.